Bonsoir à tous et à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bienvenue dans cette première session de 2022 de la série Infectiologie. Alors, je vois qu'on a déjà des fidèles dans les présents, qu'on remercie d'ailleurs pour leur fidélité à cette série qui a commencé en décembre 2020. Donc pour ceux qui connaissent pas, en deux mots, c'est une série qu'on a lancée en partenariat avec la SPILF et Infectious Disease Now en décembre 2020 et qu'on a conduit sur l'année mensuellement. Donc des sessions, comme a dit professeur Stell, qui étaient un peu plus longues et là on raccourcit un petit peu. Et pour votre information aussi, tous les replays des sessions précédentes sont disponibles en ligne, donc vous pouvez toujours les retrouver. Euh, donc voilà, pour la session d'aujourd'hui, alors je passe. On est heureux d'accueillir avec nous docteur Daniel Brul, qui est épidémiologiste depuis 24 ans en santé publique France, l'Agence nationale de santé publique, et qui est responsable de l'unité infection respiratoire et vaccination jusqu'en décembre 2021. Aussi actuellement chargé de mission Covid-19. Donc, bienvenue. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter le variant Omicron, qu'est-ce que c'est, quel impact épidémiologique et quels sont les enjeux vaccinaux. Donc, je vais vous passer la main pour partager votre présentation. Hop. Vous pouvez partager votre écran. Okay. Et je profite de ce moment aussi pour rappeler à nos participants que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans la box que vous voyez en bas de votre écran Q&R. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et on va essayer de répondre au maximum de questions à la fin de session, notamment aussi avec la participation de professeur Stahl, qui est présent aussi avec nous ce soir. Donc, à vous, docteur. Est-ce que ça a marché, le Oui. partage d'écran? Oui. Oui, ça marche très bien. D'accord. Alors, en fait, OK. Bon, écoutez, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir qu'on a moins l'occasion en ce moment, depuis plusieurs mois, d'exercer que d'essayer de partager ces quelques connaissances sur des sujets d'actualité. Donc, c'est toujours pour moi une occasion d'échanger, d'être un peu à l'écoute des besoins, des demandes. Donc, je vais essayer de partager avec vous dans les 15 minutes qui viennent quelques données sur Omicron. Et bien entendu, je serais ravi d'échanger avec vous, d'essayer de répondre à vos questions, en sachant que malheureusement, vous l'avez deviné, il y a beaucoup de questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse, mais on commence quand même à savoir quelques petites choses sur Omicron. Alors, je commence avec cette première diapositive que j'ai baptisée historique. Ça peut faire sourire pour un variant qui est apparu il y a quelques semaines, mais l'échelle de temps dans laquelle nous travaillons est un petit peu dilatée ou concentrée, je ne sais pas comment il faut dire en ce moment. Et il y a déjà des données qui paraissent déjà anciennes. Donc, que sait-on d'Omicron? Omicron, ça se caractérise par en gros une trentaine de mutations sur la protéine S, qui est une protéine dont vous avez certainement entendu parler, et dont environ la moitié de ces mutations sont survenues dans ce qu'on appelle le récepteur binding domain, c'est-à-dire l'endroit où le virus se fixe sur les cellules qui l'infectent. Et donc, c'est en ça que c'est un souci, d'autant plus que cette protéine S, comme vous le savez, c'est également la cible des pratiquement tous les vaccins et les anticorps monoclonaux actuels. Donc, dès que le diagnostic a été fait de ce nouveau variant avec toutes ces mutations sur la protéine S, bien entendu, l'inquiétude a très vite grandi quant à son potentiel de transmissibilité accrue et son potentiel d'échappement immunitaire de par ces multiples mutations. À telle enseigne que très vite, ce variant a été classé variant of concern, qui est le niveau le plus élevé de la classification de l'OMS pour les différents variants. Et un variant de concern, c'est un variant pour lequel on a des inquiétudes sur ses caractéristiques en termes de transmissibilité, en termes de sévérité ou en termes d'échappement immunitaire, et c'était justement le cas de celui-ci. Donc l'inquiétude un peu théorique sur la base des données
de séquençage s'est rapidement confirmé avec les premières données épidémiologiques, en particulier celles des premiers pays affectés, l'Afrique du Sud, hein, puisque ce variant avait émergé en Afrique australe, et puis en Europe, les données danoises et les données anglaises. Mais comme vous le savez, avec le recul, en particulier en ce qui concerne la virulence, eh bien, les données ont été plutôt rassurantes. Alors, juste très rapidement, les premières données épidémiologiques dont nous avons pu disposer, donc les données d'Afrique du Sud, comme je l'ai mentionné, ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est effectivement une vague fin décembre qui était plus importante en termes de nombre de cas que la vague de l'été en Afrique du Sud. Mais quand on regarde en bas en termes d'hospitalisation, on voit que finalement, le fardeau en termes d'hospitalisation de cette vague Omicron n'a pas été supérieur à celui de l'été de la vague Delta. Et vous voyez que cette vague, finalement, elle n'a pas duré très longtemps, puisque les dernières barres montrent qu'on est déjà en phase plus que descendante. Plus près de nous, l'Angleterre. Donc là, vous avez tout l'historique en termes de cas et d'hospitalisation en Angleterre. Et donc, on voit effectivement une vague extrêmement importante, bien plus que tout ce que les Anglais avaient déjà connu dans le passé, enfin le passé avec les guillemets, depuis avril 2020. Donc, en termes de nombre de cas, il n'y a pas photo, hein, c'est effectivement une vague très importante. Mais quand on regarde de la même manière en termes d'impact hospitalier, ben, vous voyez que la vague, d'abord, elle est aussi en train de diminuer, même si on est plutôt sur un plateau ces derniers jours. Mais vous voyez qu'en termes d'hospitalisation, on est très au-dessous en particulier, la vague du début 2021. Donc, une vague qui s'est concrétisée comme étant très importante en termes de nombre de cas, mais qui, heureusement, ne s'est pas traduite par quelque chose de parallèle en termes d'hospitalisation. Aujourd'hui, quelle est la situation internationale? En gros, alors il y a peut-être des pays pour lesquels les données sont moins fiables, mais vous voyez qu'en gros, que ce soit dans le continent américain, en Australie ou en Europe, tout le monde est presque rouge foncé. Et rouge foncé, c'est au moins 90% des variants qui circulent qui sont aujourd'hui le variant Omicron. Donc, il a confirmé qu'il était en mesure de supplanter, remplacer tous les autres variants, et en particulier le variant Delta. En France, où en est-on? Là aussi, hein, comme en Angleterre, vous voyez une épidémie en termes ici, dans cette première diapositive, d'incidence, c'est-à-dire de nombre de cas qui est très spectaculaire, hein, comparé avec les vagues précédentes. La diapositive commence à la mi-2020. Donc, vous voyez, l'échelle est très impressionnante entre ce qu'on observe actuellement et ce qu'on observait même au pic des vagues précédentes. En rouge, ce sont les données d'incidence. En bleu, ce sont les données de dépistage, hein, donc la proportion de la population qui se fait tester. Mais donc, vous voyez qu'aujourd'hui, même si le taux de dépistage baisse un petit peu, le taux d'incidence continue à monter avec, la semaine dernière, 358 000 cas en moyenne chaque jour, ce qui est bien entendu tout à fait considérable. Alors là aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est assez simple comme message, hein. Ici, ce sont les données du criblage, donc l'identification à partir des PCR du variant en cause, sur la base de l'identification de certaines mutations spécifiques des variants. Ce que ça montre donc en fonction du temps, c'est la disparition du delta. Le delta, c'est jaune. Et ce qui est en bleu clair, c'est une autre mutation qu'on suivait, qui est la fameuse mutation 484K, dont vous avez entendu parler parce qu'on craignait sa diffusion, parce qu'elle est responsable d'un échappement immunitaire. Mais finalement, vous voyez qu'elle n'a jamais flambé. Par contre, il y a deux manières d'identifier le variant Omicron dans les résultats des PCR, peu importe, hein, les deux donnent exactement les mêmes résultats, hein, c'est ce qui figure soit sous l'acronyme, je ne sais pas si c'est un acronyme C1 ou A0C0, tout ça, ça veut dire delta, et vous voyez qu'on est maintenant pratiquement à 100% des variants identifiés qui sont le variant Omicron. Alors, en termes d'hospitalisation, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une vague qui se superpose à la vague Delta. Pour l'instant, vous voyez on reste au-dessous, hein, si c'est toute hospitalisation confondue, on reste au-dessous de la vague
la première vague du début 2020, mais on est à peu près au niveau de la deuxième vague et ça continue à augmenter. En ce qui concerne les admissions en soins critiques c'est réanimation, soins intensifs et soins critiques, c'est réanimation, soins intensifs et soins continus, voilà. Donc là, on voit quelque chose d'un petit peu différent. Vous voyez qu'on observe une diminution depuis les toutes dernières semaines, les 2 dernières semaines. Et donc, voilà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La poursuite de l'augmentation de l'incidence Omicron ne se traduit pas par une augmentation des patients hospitalisés en soins critiques. Et ça, c'est parce que, comme vous allez voir, on est en train de shifter entre Delta et Omicron et qu'on est en train de vider les lits de Delta avec moins de cas sévères Omicron. Mais néanmoins, on est encore dans une dynamique plutôt à la hausse en termes de décès. Là aussi, quand on compare avec ce qu'on a connu lors des vagues précédentes, on est très au-dessous, mais depuis quelques semaines, le nombre de décès augmente et c'est probablement encore en très grande partie les infections Delta et non pas les infections Omicron qui sont derrière, mais il commence à y avoir une petite contribution Omicron. Si on regarde un peu plus en détail ce qu'il y a derrière, hein, parce que la question c'est quoi la part respective d'Omicron et Delta aujourd'hui dans ce qu'on observe. Donc ça, ce sont les données hospitalières, mais décomposées en fonction des deux variants qui co-circulent, même si on est obligé maintenant de parler plutôt à l'imparfait pour ce qui concerne le Delta. Hein. Mais par contre, en tout cas pour les nouvelles infections, mais vous voyez que pour les hospitalisations, il y a toujours une contribution des deux variants. Mais ce qu'on voit, c'est une diminution très forte du Delta au profit de l'Omicron. Vous voyez que le Delta, aujourd'hui, il représente plus que 30% en gros des hospitalisations. Et on observe la même chose pour les soins critiques, où là, l'Omicron commence à être présent. Et vous voyez que c'est en gros moitié-moitié tout à la droite de la courbe. Vous voyez qu'on est à peu près maintenant à moitié-moitié entre Delta et Omicron. Donc même si ça diminue, il y a un petit peu d'Omicron qui arrive. Donc qu'est-ce qu'on peut dire des caractéristiques d'Omicron? Finalement, il est clair qu'il est beaucoup plus transmissible que le Delta, au moins 3 fois plus transmissible quand on regardait les taux de croissance quotidiens au début, quand on regarde le risque d'être infecté quand on a quelqu'un dans son foyer qu'il est là aussi multiplié par 2 ou multiplié par 3. L'incubation est plus courte, hein, elle est probablement en moyenne de 3 jours, et donc ça aussi c'est un facteur qui augmente la dynamique épidémique et qui rend plus difficile le contrôle de l'infection avec, par exemple, le contact tracing. Ce qui est clair, c'est l'échappement à la réponse immunitaire qui est maintenant confirmé par des tas de données, le risque accru de réinfection, hein, de 3 à 8 fois par rapport à Delta, la diminution de la protection vaccinale, je vais vous montrer dans les diapositives suivantes, et c'est important de garder à l'esprit que cet échappement à la réponse immunitaire explique probablement en grande partie la plus grande transmissibilité. C'est-à-dire qu'il y a dans la plus grande transmissibilité d'Omicron des facteurs intrinsèques qui sont liés au virus lui-même, à sa capacité de rentrer plus facilement dans les cellules, mais également au fait que la population qu'il rencontre est plus susceptible, puisque des gens qui étaient immunisés contre le Delta ne le sont pas contre l'Omicron, et donc il y a un pool de gens infectés qui est beaucoup plus important pour l'Omicron que pour le Delta, dans la même population, et donc ça lui permet de se multiplier beaucoup plus, et donc ça donne l'impression d'une plus grande transmissibilité. La bonne nouvelle, c'est en ce qui concerne cet échappement immunitaire, c'est qu'il n'est pas complet. Effectivement, il faut des niveaux d'anticorps beaucoup plus élevés pour contrôler Omicron qu'il ne fallait pour Delta. Hein. Les premières données montraient qu'il faut 30 à 40 fois plus d'anticorps
pour être efficace contre Omicron que pour Delta. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a un maintien de l'autre branche de l'immunité, qui est l'immunité cellulaire, hein, les anticorps, c'est l'immunité humorale, et celle-là, elle tient bien contre Omicron parce que elle n'est pas déterminée par les protéines S, par d'autres endroits du virus. Et ça explique très probablement la protection persistante contre les formes sévères, parce que cette immunité cellulaire, elle met un peu de temps à être active, donc elle n'est pas assez réactive pour empêcher l'infection, mais elle gagne la course de vitesse dans la plupart des cas contre les formes compliquées. Et donc ça, c'est un des facteurs qui explique la moindre sévérité d'Omicron, qui est maintenant avérée vis-à-vis de Delta. Il y en a d'autres facteurs. Il y a de bonnes données qui maintenant montreraient que l'affinité d'Omicron est plus grande pour les voies aériennes supérieures et plus faible pour les voies aériennes inférieures, c'est-à-dire le poumon, que ce qui était le cas pour les variants précédents. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et finalement, les données aujourd'hui concourent vers la conclusion que le taux d'hospitalisation est au moins 60 et voire peut-être plutôt 80% plus faible que ce qu'on avait par exemple pour Delta. Et là, par contre, l'échappement immunitaire, c'est une bonne nouvelle parce que ça contribue à la moindre sévérité, hein. Beaucoup de gens qui sont infectés par Omicron sont des gens qui avaient déjà rencontré soit le vaccin, soit un des vaccins, soit le virus, qui ont donc une certaine immunité. Donc, ils vont être infectés malgré tout, puisque ça ne marche pas bien pour éviter l'infection, mais ils vont bénéficier de ce qui leur reste d'immunité pour empêcher la progression vers des formes sévères. Donc, vous voyez que l'échappement immunitaire, ça a aussi des bons côtés. Alors, si on regarde très rapidement, il me reste quelques minutes, par exemple, une donnée sur les données d'efficacité vaccinale, ça c'est pas mal résumé ici. C'est des données anglaises, c'est l'efficacité contre l'infection. Vous voyez que ce qui est en noir, eh bien, c'est Delta, alors que ce qui est les ronds plus clairs, c'est Omicron. Vous voyez à quel point, dès le début, après 2 doses, on est moins bien protégé contre Omicron qu'on ne l'était contre Delta. Et vous voyez à quel point ça descend très rapidement. Au bout de 20 semaines, on n'a plus que 10% de protection après 2 doses contre Omicron. Par contre, après le rappel, eh ben, la protection remonte à des niveaux très élevés. Vous voyez qu'on est à 70%. Par contre, après 5 semaines, eh ben, ça commence à descendre, mais on reste à au moins 50% au bout de 10 semaines. C'est moins bien que ce qu'on avait avec Delta. Vous voyez qu'on était pratiquement de manière constante à 90%. Donc ça, c'était contre l'infection symptomatique. Contre maintenant l'hospitalisation, là aussi, on a des choses qui sont moins bonnes qu'avec Delta, mais qui sont meilleures que ce qu'on vient de montrer sur l'efficacité contre l'infection symptomatique. Vous voyez qu'après une dose, en gros, ce n'est pas terrible, hein, mais qu'après 2 doses, c'est mieux pendant au moins 24 semaines, mais on redescend à moins de 50% au bout de 25 semaines. Par contre, grâce au rappel, on remonte son efficacité contre l'hospitalisation à des niveaux très élevés. Et vous voyez que même au-delà de 10 semaines, on reste au-delà de 80% de protection. Donc ça, c'est les données anglaises. On a la même chose pour les données françaises. Je vais aller vite parce que le temps passe pour laisser la place aux questions. Vous voyez, par exemple, sur cette diapositive, c'est la comparaison de l'efficacité de la vaccination selon qu'il s'agit d'Omicron et de Delta. Et vous voyez que, par exemple, ici, ce que ça montre, c'est qu'on réduit, quand on est, par rapport à quand on n'est pas vacciné, on réduit son risque à, disons, 42%, c'est-à-dire que c'est efficace à 58% quand on est infecté par Omicron, alors que contre Delta, la protection était bien plus élevée, puisque vous voyez on réduisait jusqu'à 8% son risque, c'est-à-dire qu'on était efficace à 92%. Donc, vous voyez, le différentiel est important et avec une protection qui est modérée contre l'infection. Par contre, si on regarde la protection contre l'hospitalisation, allons directement aux données avec rappel, pareil, hein, comparé à la référence qui est le fait de ne pas être vacciné, eh bien, avec Omicron, on réduit
il reste 15% de non-protection, donc on a réduit de 85% le risque, alors qu'avec Delta, vous voyez que le risque, il est réduit il ne reste plus que 2% de risque, c'est-à-dire le risque, il est réduit à 96 ou 97%. Donc on voit sur cette diapositive que Omicron protège moins bien que Delta. Enfin, la vaccination protège moins bien contre Omicron que contre Delta. La vaccination ne protège pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, contre l'infection. Par contre, avec le rappel, il reste une protection tout à fait intéressante contre les formes hospitalisées liées à Omicron. Hein, vous voyez ici, donc plus de 80%. Et je termine avec juste une petite donnée sur la clinique, qui va aussi dans le sens d'une moindre sévérité, qui montre que maintenant on commence à avoir des données qui montrent qu'Omicron et Delta, ce n'est pas exactement la même chose en termes de manifestations cliniques. Ça va dans le sens que Omicron s'accroche préférentiellement dans les voies aériennes supérieures. Il y a beaucoup plus d'angines. Vous voyez, ce qui figure à droite, c'est là où le risque est plus élevé, Omicron vis-à-vis de Delta. Il y a beaucoup plus d'angines. Mais il y a par contre beaucoup moins de perte de goût et d'odorat avec Omicron. Et puis surtout, shortness of breath, qui est quand même une indication d'une atteinte pulmonaire. Vous voyez que le risque de shortness of breath, hein, donc difficulté à respirer, dyspnée, est inférieur à 1. Et donc, ça veut dire que le risque est moindre quand on est infecté par Omicron que quand on est infecté par Delta. Et ça, ce sont des données peut-être sur lesquelles Jean-Paul Stahl pourra revenir, puisque c'est plus son domaine que le mien. Voilà, je m'arrête sur cette première partie et le temps qui reste, je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Dr David Brûle. Alors, je vais juste reprendre la main pour partager notre diaporama. Et on passera aux questions et au temps d'échange avec professeur Stahl qui nous rejoint aussi, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va commencer par les questions un peu dans l'ordre, mais continuez à poser vos questions à nos participants, bien sûr. Et on essaiera de répondre au maximum. Donc la première question, c'était nous entendons dire que les gens infectés au Delta cet été ont été infectés une seconde fois par le Omicron ces dernières semaines. Est-ce que l'inverse est possible? Et est-ce que attraper le Omicron immunise contre le Delta ou pas? Alors que des gens infectés par le Delta cet été attrapent l'Omicron, oui, ça c'est clair. Hein, il y a une grande partie des cas aujourd'hui d'Omicron qui surviennent chez des gens qui pourtant avaient déjà été infectés par Delta ou par d'autres variants. Dans l'autre sens, ça va être difficile de savoir parce que le Delta a disparu, remplacé par l'Omicron. Donc, je ne sais pas ce qui... c'est une question qui n'a pas grand sens en pratique, puisque ce qui caractérise l'Omicron, c'est justement d'avoir balayé tous les autres. Par contre, la question de savoir combien de temps va durer l'immunité post-Omicron, la question de savoir si d'autres variants vont revenir, je vois mal le Delta revenir, hein, puisqu'il est moins bon que l'Omicron pour se transmettre, donc je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait revenir. Par contre, la question de savoir, combien de temps va durer la protection Omicron vis-à-vis d'Omicron, si c'est Omicron qui reste, on n'a aucune idée, on n'a aucune donnée. Et quel est le risque qu'un autre variant émerge? Le risque, il est toujours là. À chaque fois, on se dit ça va être de plus en plus difficile pour un nouveau variant d'être encore plus transmissible et donc d'être susceptible de remplacer celui qui est déjà là. Mais on avait déjà dit ça avec Delta. Certains virologues disaient non, c'est le dernier, c'est pas possible de faire pire que Delta. Donc maintenant, je crois que tout le monde a appris à être prudent. Donc voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, combien de temps Omicron va rester et si d'autres seraient encore susceptibles d'être plus transmissibles que Delta, qu'Omicron, c'est impossible de répondre. Justement, on a eu une question par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que la diffusion de ce variant Omicron peut participer à augmenter le taux d'immunité collective et participer au déclin de la pandémie d'ici fin 2022? C'est clair que vu les niveaux de circulation du virus et surtout vu les niveaux d'infection, hein, avec des centaines de milliers de cas par jour,
si l'immunité dure, on est en train de bâtir une immunité forte, hein, parce que voilà, c'est des millions de personnes hein, qui, en quelques semaines, ont été infectées, plus de 10 millions, et ce n'est pas fini, hein, vu le niveau où on en est. Vous voyez bien qu'on n'est toujours pas dans la partie descendante de la courbe épidémique. Donc après, toute la question est de savoir combien de temps va durer cette immunité, plus l'autre question, comme j'ai dit, de savoir si un autre variant encore pire ne va pas apparaître. Mais effectivement, on peut penser à un scénario relativement optimiste dans lequel il n'y a pas d'autres variants qui arrivent à supplanter Omicron, dans lequel l'immunité post-infection est solide. En tout cas, dure plusieurs mois, parce qu'il n'y a pas de raison, malheureusement, d'espérer qu'elle dure beaucoup plus longtemps que quelques mois. Et ça veut dire qu'on devrait, normalement, avoir quelques mois de répit avec la fin de cette vague. Et si on prend l'exemple de ce qui s'est passé dans d'autres pays qui nous ont précédés dans cette vague Omicron, elle devrait se terminer dans quelques semaines. Et donc, oui, on est plutôt optimiste sur le fait que dans les mois qui viennent, on pourrait ne pas avoir de nouvelles vagues. Mais voilà, il faut être très, très prudent. On a eu tellement de douches froides ces derniers mois que tout ça est avec beaucoup de conditionnels. Et justement, par rapport à l'infection, il y a une question, est-ce qu'on peut être infecté plusieurs fois par Omicron? Ouais, c'est la même question que tout à l'heure. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Je ne crois pas qu'on l'ait actuellement. Donc, c'est la question de la solidité et de la longévité de l'immunité après une infection Omicron. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour répondre, puisque l'Omicron est apparu fin novembre, hein, et la vague épidémique, c'est décembre. Donc, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas vu de réinfection, à ma connaissance, dans cet intervalle de temps, aussi court, mais c'est trop tôt, bien sûr, pour savoir si ça surviendra, à quelle fréquence, etc. A priori, l'immunité post-Omicron, elle doit marcher contre Omicron. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Autant on peut penser que l'immunité post-Omicron, elle marche moins bien contre d'autres variants, autant contre lui-même, on est plutôt optimiste. Et justement, vous parliez tout à l'heure de vaccination. On a une autre question par rapport à ça. Si le vaccin actuel ne protège pas aussi bien contre ce variant Omicron pour les hospitalisations, est-il déjà envisagé de faire un rappel de vaccin pour Omicron et quelle serait votre recommandation là-dessus? Donc ça pose la question du deuxième rappel, la 4e dose, si j'ai bien compris. Compliqué cette question. Il me semble que c'est un peu tôt pour se lancer là-dedans. Je mets de côté des personnes immunodéprimées pour lesquelles, d'ailleurs, en dehors même d'Omicron, on a envie de continuer à administrer des doses pour obtenir une réponse protectrice. Mais si on met de côté ces populations particulières, en population générale, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de raison de se précipiter pour la 4e dose. Parce que d'abord parce que la protection, comme je l'ai dit, après 3 doses contre les formes sévères, elle est tout à fait satisfaisante, elle est élevée. Hein. Là où elle est très décevante, c'est contre l'infection. Mais on l'a dit, laisser le virus circuler dans des populations qui ne vont pas faire de formes sévères, ça permet de bâtir une certaine unité de groupe. Donc, ce n'est pas forcément un mauvais choix jusqu'à un certain point. Il y aura bien sûr parfois des mauvaises surprises, voire des drames, mais ça va être exceptionnel avec Omicron chez des gens qui n'ont pas de facteur de risque. Et donc, le temps qu'on mette en place la 4e dose, qui de toute façon ne pourrait pas être administrée tout de suite, puisque là, on est encore en train de continuer à administrer la 3e dose, peut-être que la 4e vague, enfin pas la 4e vague d'ailleurs, la 5e vague sera derrière nous. Donc on voit mal aujourd'hui une stratégie de se lancer dans cette 2e dose de rappel, alors que la 3e dose est encore en cours, qu'elle protège bien contre les formes sévères, qu'on espère un reflux du nombre de patients à l'hôpital dans les toutes prochaines semaines, et que donc, voilà, on serait en mesure de prendre en charge les éventuels et rares cas graves survenant chez les gens qui ont reçu les 3 doses. C'est exceptionnel. Ce n'est pas 100% l'efficacité après 3 doses, mais c'est exceptionnel. Donc,
ce qu'il faut, c'est augmenter la couverture vaccinale de la 3e dose. Ça, c'est clair, parce qu'on voit bien qu'avec 2 doses, je n'ai pas eu le temps de le montrer en détail, mais j'espère que vous avez compris le message, après 2 doses, ça tient très très peu de temps et ça ne protège pas bien. Il faut vraiment la 3e dose, et là, on remonte à des niveaux de protection qui sont tout à fait honorables. Donc non, la priorité, c'est les 3 doses pour tout le monde. Et justement, par rapport à ce schéma vaccinal, il y a une autre question qui voudrait savoir, pour les sujets qui sont en cours de vaccination et qui ont été contaminés par le micro entre-temps, combien faut-il attendre pour terminer la vaccination contre la Covid? Alors, c'est compliqué, parce qu'après, ça devient très vite des cas particuliers en fonction du délai entre chacun des événements, les doses vaccinales et les infections. Il n'y a pas de recommandation qui ait été faite, mais c'est en cours de réflexion pour essayer de répondre à la question de savoir est-ce qu'une infection Omicron, ça va compter comme une dose, est-ce que ce n'est pas la peine de faire un rappel après. Mais voilà, il y a des recommandations qui vont sortir, mais il n'y en a pas encore pour gérer toutes ces situations de télescopage entre l'infection et la vaccination. Pour ceux qui sont cibles d'une dose vaccinale, mais l'idée générale qu'on a, c'est qu'en gros, une infection, c'est à peu près l'équivalent d'une dose vaccinale. Voilà. D'accord. Donc, on a une autre question qui s'adresse à vous, docteur Daniel, dans le chat. Avez-vous des éléments qui permettraient de confirmer ou infirmer que certaines séquences proviennent de coronavirus banal, de l'origine murine probable d'Omicron? Non, alors je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il me semble avoir lu des papiers comme quoi l'hypothèse animale était finalement peu crédible, enfin pas privilégiée pour l'émergence d'Omicron. Ça a été bien sûr une possibilité. Voilà, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que j'en ai lu, c'est ça. C'est que c'est probablement une évolution de coronavirus humain, même si ce n'est pas une évolution du Delta, ce n'est pas la poursuite de mutations chez Delta, c'est d'autres événements à partir des souches originelles, c'est une bifurcation assez en amont, mais a priori, ce n'est pas une nouvelle zoonose, une nouvelle introduction d'un virus animal. Mais bon, peut-être que dans quelques temps, on dira autre chose, mais voilà, il me semble que c'est ça l'état de l'art aujourd'hui. D'accord. Et toutes les données que vous avez partagées tout à l'heure, on a eu une question sur ces données-là. Est-ce qu'elles incluent les enfants? Et si oui, quelle est la gravité chez les enfants non vaccinés de ce variant? Alors, oui, enfin, ça dépend lesquelles. Je ne peux pas répondre comme ça. Il y a des données, il faut regarder une par une pour savoir si c'était des données adultes ou tous âges. Mais bien sûr, la plupart des analyses sont faites en déclinant en fonction de l'âge. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le virus circule d'autant plus chez l'enfant jeune que les enfants ne sont pas vaccinés. Donc, comme pour les autres variants, il n'y a pas d'affinité particulière d'aucun des variants qui a émergé vis-à-vis des enfants, mais relativement, les enfants prennent une part de plus en plus importante dans la circulation du virus, parce que c'est là où la couverture vaccinale est soit la moins élevée s'agissant des ados ou des préados, soit même zéro s'agissant des populations pour lesquelles il n'y a pas d'indication vaccinale. Aujourd'hui, on n'a pas d'indication, on n'a pas d'alerte en particulier provenant des pédiatres d'une sévérité particulière d'Omicron chez l'enfant, même si on a vu une augmentation des hospitalisations ces derniers temps chez les enfants. Mais il y a beaucoup, quand on a regardé ça avec attention, il y avait par exemple beaucoup de co-infections avec le VRS, un virus respiratoire syncytial, qui expliquait cette augmentation des hospitalisations des très jeunes enfants. Et a priori, c'est plutôt le VRS, donc l'agent respiratoire des bronchiolites, qui était responsable de cette augmentation. La difficulté qu'on a, c'est qu'il circule tellement que n'importe quel, c'est pas très élégant, mais quand un enfant est hospitalisé avec une autre pathologie, comme c'est le cas tous les hivers, il est fréquent qu'on trouve qu'il est aussi infecté par Omicron, puisqu'il y en a partout.
mais ça ne veut pas dire que c'est Omicron qui est la cause, de l'infection. Et puis la deuxième raison pour laquelle dans les données, on montre qu'il y a des enfants, des jeunes enfants hospitalisés, c'est que Omicron, ça donne quand même des signes, y compris chez les tout petits, et ça peut donner de la fièvre, et qu'en France, on a cette politique d'hospitaliser systématiquement tout nourrisson fébrile, en particulier de moins de 3 mois. Et donc, voilà, il y a des enfants hospitalisés pour Omicron, des très jeunes enfants. Soit ils ont des facteurs de risque, soit ils ont des co-infections avec d'autres agents pathogènes qui expliquent leur hospitalisation, soit ils sont là pour simple surveillance. En général, ils ne restent pas longtemps, le temps qu'on vérifie que la fièvre est bien tolérée et qu'il n'y a pas d'autres motifs d'inquiétude et qu'ils peuvent rentrer chez eux. Encore une autre question par rapport à la contagiosité. On explique que la contagiosité par les mutations sur la protéine S. Avons-nous des éléments permettant d'expliquer la moindre dangerosité? Alors, la moindre dangerosité, je ne sais pas si on a des éléments de nature physiopathologique pour mutation. Comme on l'a dit, on a plusieurs, plusieurs éléments qui concourent. Un, le fait qu'on a maintenant des données qui montrent, comme je l'ai mentionné, que le virus a une affinité particulière pour les cellules des voies aériennes supérieures et beaucoup moins pour les voies aériennes inférieures. Donc, donc s'il s'accroche moins dans les cellules du poumon, eh ben, il va moins détruire les alvéoles et faire des dégâts pulmonaires. Deux, comme une grande partie des cas surviennent chez des sujets qui avaient déjà rencontré un SARS-CoV-2 dans le passé, ils ont une immunité résiduelle qui les protège au moins des formes sévères. Et c'est vrai pour des gens qui avaient un antécédent d'infection, c'est encore plus vrai pour des gens qui ont des antécédents de vaccination. Et aujourd'hui, vu les niveaux de couverture vaccinale qu'on a en France, l'immense majorité des cas d'Omicron surviennent chez des sujets qui ont eu des vaccins à un moment ou à un autre. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent la moindre sévérité? Non, je pense que c'est surtout ça. C'est des facteurs intrinsèques liés au virus lui-même et il ne s'accroche pas, je ne vais pas rentrer en détail, il ne pénètre pas dans les cellules par le même mécanisme, d'où une affinité différente pour les cellules pulmonaires versus ORL. Non, je ne sais pas s'il y a d'autres explications. Peut-être que les virologues ou les spécialistes du séquençage pourraient dire, mais je n'ai pas lu que telle mutation pourrait expliquer une moindre sévérité. C'est le statut vaccinal, le statut infectieux et puis des facteurs liés au virus lui-même de là où il se développe. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, la charge virale est à peu près la même. On n'a pas mis en évidence de différence de charge virale à statut vaccinal identique entre Delta et Omicron. Donc, ce n'est pas parce qu'il y en a moins. Hein, il y a en moyenne autant de virus chez quelqu'un qui n'est pas vacciné. Il y a autant de virus Delta qu'Omicron. Donc, ce n'est pas la charge virale en elle-même. C'est la concentration de virus dans la gorge ou dans le lieu d'infection. Alors, on a reçu plein de questions sur à peu près le même sujet par rapport un petit peu à ce qui va se passer dans l'avenir. Que peut-il arriver après Omicron? Est-ce qu'un virus plus pathogène, mais tout aussi contagieux, est encore possible? Est-ce que vous pensez que d'ici fin 2022, nous pourrions revenir à une situation un peu plus normale avec des rappels vaccinaux? Voilà, est-ce que... C'est très difficile, hein, et puis je ne suis pas forcément le mieux placé pour y répondre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un virus plus transmissible, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant qu'on a Omicron, je crois que tout le monde est plus prudent. Vous avez peut-être vu passer dans la presse, en tout cas, cette petite inquiétude sur un soulignage d'Omicron qui a diffusé largement au Danemark et qui est maintenant majoritaire au Danemark par rapport au soulignage originel. Donc voilà, c'est déjà peut-être un élément qui montre qu'on n'en a pas fini dans la chaîne et la succession de variants qui, les uns après les autres, prennent la place du précédent en étant plus transmissible que celui d'avant.
Donc, je crois que personne n'est capable de dire ce qui va se passer. Comme je l'ai mentionné, si on a de la chance et que cet événement ne survient pas, mais voilà, plus un virus circule, plus il y a de chances de faire émerger à l'intérieur de toutes les mutations possibles et imaginables qui ne manquent pas de survenir, des mutations qui vont permettre l'émergence d'un virus encore plus transmissible. Donc, vu les niveaux actuels de circulation de l'Omicron, je crois qu'il faut rester très humble et très prudent. Voilà, le pire n'est jamais certain, mais on ne peut pas l'écarter. A priori, ce qui s'est passé pour Omicron, on espère que si dans ce scénario pessimiste de l'émergence d'un autre variant encore plus transmissible, on espère que comme Omicron, il sera encore moins virulent. C'est un peu la règle en virologie, mais ça ne s'est pas passé toujours pour le SARS-CoV-2. Hein, les premiers variants qui sont arrivés étaient en même temps plus transmissibles que la souche d'origine et en même temps plus dangereux. Donc, c'est un peu un contre-exemple qui fait qu'il faut qu'on soit prudent. Donc voilà, on ne sait pas si un nouveau variant va survenir. Comme je l'ai dit, dans l'hypothèse optimiste où ça ne surviendrait pas, en tout cas dans l'horizon qui nous intéresse des quelques mois devant nous, on peut imaginer que grâce à l'immunité qui est en train de se bâtir, ben on soit un peu tranquille pendant les prochains mois, en particulier lorsque les températures vont remonter. Par contre, qu'est-ce qui se passera à l'automne quand les conditions météo seront favorables, quand peut-être, voire peut-être un peu plus que peut-être, l'immunité de toute la population qui s'est infectée là entre décembre, janvier et février aura commencé à diminuer. Là, ce n'est pas gagné du tout pour l'automne prochain. Très bien, merci d'avoir répondu à ces questions-là. Alors, on a reçu beaucoup de questions et d'études de cas. Merci à tous d'avoir engagé. Je vois qu'on dépasse un petit peu le temps, donc est-ce que vous voulez qu'on continue encore un petit peu ou est-ce qu'on peut arrêter là et peut-être vous soumettre toutes les questions après, vous pouvez y répondre par la suite et on peut communiquer vos réponses. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai encore 5 minutes. Hein, je n'ai pas de problème. C'est vous qui voyez comment vous souhaitez gérer. Très bien. Alors, encore, dans ce cas-là, on va peut-être encore continuer Oui. un tout petit peu sur les traitements parce que, pareil, Très il y a bien, eu beaucoup de ça va questions me permettre à sur, Jean-Paul de prendre la justement. relève. Alors, qu'en est-il des traitements par nous, je prends bien, antiviraux? Alors, on est très déçus. On est honnêtement très déçus. Les antiviraux, honnêtement, ils ont un effet vraiment à la marge qui fait que, pour l'instant en tout cas, ça n'a jamais été de la prescription de masse. Le remdesivir en particulier, qui a été largement utilisé, qui a été labellisé au niveau de la FDA américaine, n'a pas passé le cut, comme on pourrait dire, à la Commission de la transparence en France. Alors, il y en a un autre qui, semble-t-il, aurait des effets, si on regarde des publications, aurait des effets plus intéressants, c'est le molnupiravir. Mais cet antiviral, en tout cas dans l'expérimentation animale, a un effet tératogène. Donc, il est clair qu'on ne va peut-être pas s'amuser à l'utiliser largement, en tout cas avec les données qu'on a pour l'instant, dans la thérapeutique tout venant. Donc, en termes d'antiviraux, ce qui n'est pas très surprenant, parce que des antiviraux qui marchent, il n'y en a quand même pas énormément en stock, quelle que soit la pathologie virale. Donc, c'est vraiment quelque chose de très difficile à inventer, à mettre au point. Donc, on n'est pas très surpris que pour l'instant soit assez décevant. Alors, il y a l'autre partie thérapeutique qui sont les anticorps monoclonaux. Alors, jusqu'à ce jour, là encore, l'effet pouvait paraître un petit peu marginal, mais ils étaient utilisés
dans les cas de patients susceptibles d'évoluer vers la réanimation. Avec un effet qui n'a jamais été bien démontré, mais bon, comme il n'y avait pas autre chose, on tentait les choses comme ça. Avec Omicron, ça change un peu la donne parce que compte tenu des mutations, ma foi, la cible de ces monoclonaux, elle a un petit peu changé. Et donc, on est encore moins certain de leur efficacité. Alors, il y en a un tout nouveau qui est en cours d'investigation, le sotrovimab, qui est en cours d'investigation, qui, là encore, d'après les essais, serait intéressant, y compris sur des formes de Omicron, mais c'est encore très incertain. Et à chaque fois, ce qui a été publié a été non pas contredit, mais très largement atténué dans l'utilisation en vraie vie. Donc là encore, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Et puis d'autre part, l'inconvénient, c'est que ce genre de traitement, il faut l'administrer extrêmement tôt pour avoir une chance qu'il soit efficace, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans les conditions de vie réelle. Dans le cadre d'un essai avec des patients sélectionnés, etc., bon, ça peut marcher, mais dans la vraie vie, c'est une toute autre histoire. Et si vous ne les administrez pas très rapidement après la contamination, bah, leur effet est vraiment très médiocre. Alors, c'est ce qui a amené le concept non plus de traitement post-exposition, mais de traitement pré-exposition, c'est-à-dire des anticorps, une immunisation passive que l'on pourrait procurer à des patients chez qui la vaccination a assez peu de chances de marcher, les grands immunodéprimés par exemple. Et donc, on pourrait administrer ce type de certains monoclonaux à ces patients, histoire de leur procurer une immunisation passive pour une durée qu'on estime pour l'instant à peu près 6 mois. Je n'ai pas encore lu de vraies démonstrations très claires que ça marchait que ça marchait bien dans ce contexte. Il faut dire que l'expertise est un petit peu difficile à mener. Mais là encore, c'est des patients à qui on n'a pas grand-chose à proposer. Donc pourquoi ne pas leur proposer ça, sachant qu'il y a très peu d'effets délétères. Bon, c'est un petit peu de la tambouille, si je peux m'exprimer ainsi, mais voilà l'état des lieux. Donc, grande prudence pour l'instant, avant de clamer que ça y est, on a trouvé la solution thérapeutique. Ça, c'est pas le cas. Très bien, merci professeur Stahl. Encore une fois, plusieurs questions qui peuvent être un peu rassemblées par rapport au dépistage et aux tests et à la contagiosité. On dit que le délai de la contagiosité d'un patient infecté à Omicron doit-il vraiment être réduit à 7 jours où les mesures renforcées de protection doivent-elles être observées jusqu'à 10 ou jusqu'au 10e ou 14e jour. Et dans un autre cas, pareil, une personne qui dit qu'on peut être testé Covid positive avec des autotests au-delà des 10 jours. Est-ce qu'il y a une explication à ça et peut-on être considéré non contaminant à partir du 7e jour, même si le test reste positif? C'est une question difficile. Bon, bien entendu, comme toujours en médecine, il y a une énorme variabilité individuelle. On sait qu'on peut porter le virus au-delà de ce qui figure dans les conduites à tenir, qui sont forcément des compromis. Et voilà, dire qu'il faut rester isolé pendant 7 jours, ça n'a jamais voulu dire que 100% des gens, au bout de 7 jours, seraient guéris et ne seraient plus infectieux, mais voilà. Il y a une distribution et on ne pouvait pas non plus imposer à tout le monde une durée d'isolement qui couvrirait 100% des cas. Donc oui, on peut être porteur du virus pendant plus que 7 jours, c'est clair. C'est d'autant plus vrai si on n'est pas vacciné, parce qu'il y a pas mal de données qui là sont assez cohérentes pour dire que même si la charge virale n'est pas forcément différente au début
la durée d'excrétion virale est plus courte chez les sujets vaccinés, mais là, il faut au moins 3 doses. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la recommandation officielle, on dit bien, au bout de 7 jours, OK, il y a une forte probabilité que vous soyez plus contagieux, mais il me semble bien qu'il est toujours dit que pendant au moins une semaine, il faut continuer à être particulièrement vigilant dans le respect des mesures barrières parce qu'on peut encore porter du virus et donc on peut encore être source de transmission du virus. Très bien. Alors, on va une dernière question. Est-ce que la sérologie pourrait refléter idéalement notre immunité avant de décider de faire un rappel de vaccination? Non, ça c'est clair que ce n'est pas une bonne idée, hein, pardon de le dire comme ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les sérologies sont loin d'être standardisées, sont loin d'être fiables. On n'a pas vraiment clairement encore établi de corrélat de protection, c'est-à-dire de niveau d'anticorps qui permettrait de répondre oui ou non selon qu'on est au-dessus ou au-dessous. Comme je l'ai mentionné, il y a d'autres mécanismes immunitaires qui interviennent dans la protection que la sérologie, pas que les anticorps, hein, donc les cellules mémoire et les lymphocytes B et T circulants. Donc, ce n'est qu'une vision partielle. Et puis, c'est compliqué. Vous faites une sérologie aujourd'hui, même si on avait une réponse à laquelle on croyait, elle est positive. Donc, vous dites, non, je ne vais pas le rappeler. Qu'est-ce qui vous prouve que 2 semaines après, elle ne sera pas devenue négative? Donc, on voit bien que ça n'a pas grand intérêt dans la pratique. Par contre, ce qui a de l'intérêt, effectivement, ce qui a été recommandé, c'est que de faire une sérologie au moment pour les primo-vaccinations, hein, de faire une sérologie au moment de la première dose, et ça permettait de savoir que la personne avait déjà rencontré le virus, et que dans ce cas-là, il n'était pas nécessaire d'administrer 2 doses, puisque la recommandation à l'époque, c'était d'administrer qu'une dose à ceux qui avaient eu un antécédent d'infection. Alors avec Omicron, les choses se compliquent, mais et donc cette conduite à tenir n'est plus valable, hein, parce que le fait d'avoir rencontré un virus, vous l'avez compris, c'est plus du tout une protection et plus du tout une preuve qu'on a un degré d'immunité suffisant pour se protéger des variants qui circulent. Mais à l'époque, voilà, c'était la seule, quand je dis à l'époque, c'était l'année dernière, c'était la seule indication de la sérologie dans le cadre de la stratégie vaccinale, c'était pour décider du nombre de doses, mais pas pour dire il faut se vacciner, il ne faut pas se vacciner. On n'a pas de sérologie qui soit suffisamment fiable pour pouvoir répondre à cette question. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes. On a beaucoup, donc je vous propose de vous transmettre les questions après et on pourra publier toutes les réponses sur notre site. Mais on pourra maintenant, si ça vous va, conclure notre session. On a bien dépassé le temps, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Dr Lévy-Bruhl, merci beaucoup, professeur Stahl, d'avoir participé à cette session. On vous donne rendez-vous du coup à tous nos participants en février pour une prochaine session. Je profite juste de ce moment aussi pour vous dire que nous avons lancé une série de podcasts dans la même continuité de cette série Infectiologie que vous trouvez également sur le site internet avec tous les replays de toutes les sessions passées. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur 16.france@elsevier.com. Merci à vous et on vous dit à bientôt. Merci, au revoir. À très bientôt. Merci, Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.